C'est l'histoire d'une marque dont le logo blanc sur fond rouge est devenu totalement inimitable et dont la bouteille au design iconique fait quand on la décapsule. En près de 150 ans, Coca-Cola est devenue la marque de soda la plus célèbre du monde et sa recette serait un secret bien gardé. Ils ont ce gros coffre-fort incrusté dans le mur avec une voix qui dit « C'est ici que se trouve la recette secrète ». Coca est l'exemple d'un produit qui transcende sa catégorie, qui est ce qu'on appelle une icône culturelle. Difficile d'imaginer que cette boisson rafraîchissante, plébiscitée par les enfants, était à l'origine un médicament créé par un pharmacien. Il prétendait que son remède pouvait soigner les migraines, les problèmes de digestion et même, tenez-vous bien, l'impuissance. Une préparation née dans la controverse. Il y en avait beaucoup de la cocaïne dans le Coca-Cola de l'époque. En 3 verres, c'était l'équivalent d'un rail de coke. Un élixir devenu une boisson gazeuse et sucrée qui va conquérir le monde entier grâce à des slogans publicitaires inoubliables. Et des stratégies de placement de produits révolutionnaires dans des films aussi mythiques que E.T. l'extraterrestre. Coca-Cola qui a inventé le marketing, Coca-Cola qui a inventé la publicité, la communication, ils ont tout inventé. L'histoire de Coca-Cola, ce sont des succès, mais parfois aussi des échecs. Le New Coke, c'est un fiasco monumental, comme on n'a peut-être jamais vu. Et alors qu'elle inonde le marché, la marque se voit confrontée à une série de polémiques, parfois fondées et parfois fantasmées. Des rumeurs circulaient affirmant que des hommes noirs auraient violé des femmes blanches après s'être défoncés en buvant du coca. L'enseigne a même été récemment boycottée par Cristiano Ronaldo. Ça a eu un impact terrible sur l'image de Coca-Cola, car Ronaldo a plus de 300 millions de followers sur Instagram. Mais son adversaire le plus redoutable, c'est sans conteste son ennemi héréditaire, Pepsi. Depuis les années 60, Pepsi et Coca jouent un vrai match de boxe, on se rend coup pour coup. Alors, face à cette concurrence féroce, comment parvenir à conserver son leadership? Et face aux polémiques, la marque va-t-elle réussir à redorer son image? Voici la folle histoire de Coca-Cola. Depuis près de 140 ans, Coca-Cola, dont les produits sont commercialisés dans plus de 200 pays, s'est imposé aux 4 coins de la planète comme le soda le plus populaire du monde. Où que vous soyez dans le monde, vous êtes toujours à moins de 50 mètres d'un Coca-Cola. Aucune marque de produit physique ne peut revendiquer une telle proximité avec ses consommateurs. Chaque jour, près de 2 milliards de bouteilles ou de canettes de Coca-Cola sont consommées dans le monde. Et la Coca-Cola Company, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 47 milliards de dollars en 2023, est devenue un véritable empire qui possède plus de 500 marques comme Fanta, Sprite ou Minute Maid. Tout le monde connaît Coca-Cola. La marque s'est non seulement imposée dans l'inconscient collectif américain, mais aussi dans celui de tout le monde occidental. C'est une marque vraiment incontournable. Avec sa bouteille iconique, Coca-Cola est plus qu'une simple boisson. C'est un produit copié et décliné un peu partout dans le monde, y compris jusqu'en Bretagne. Un succès qui a fait de cette marque une légende, une icône de la pop culture et le soda en lui-même, un nom commun rentré dans le dictionnaire. C'est plus qu'une marque Coca-Cola. C'est plus qu'une boisson. C'est une vision légère, rafraîchissante du monde. Voilà pourquoi Coca-Cola est un des grands produits humains. Alors, comment cette boisson qui était à l'origine un médicament mis au point au 19e siècle a-t-elle réussi à devenir la plus célèbre et la plus puissante marque de soda du monde? Le grand coup de génie de Coca-Cola, c'est de s'être approprié la figure du Père Noël. Le Père Noël. Le Père Noël. Le Père Noël. Coca-Cola a ce coup de génie de dire on va donner une image moderne au Père Noël, bien entendu une image rouge et blanche. Et oui, si le Père Noël porte des vêtements rouges et blancs comme les couleurs de Coca-Cola, c'est tout sauf un hasard. Tout commence par le krach boursier du mois d'octobre 1929 qui va plonger l'Amérique et le reste de la planète dans une crise économique sans précédent. Chez l'oncle Sam, le taux de chômage franchit la barre des 20%. C'est le début de ce qu'on appelle alors la Grande Dépression. Comment un produit comme Coca-Cola pouvait-il se relever de la crise, parce que cette crise touche tous les Américains et donc, en général, ce que l'on commence par diminuer, voire supprimer, c'est les produits de plaisir.
Pour parvenir à relancer la consommation de son soda dans un contexte aussi difficile, la Coca-Cola Company va tout miser sur le marketing. En 1930, ils embauchent Art Chili, un ancien journaliste reconverti dans la publicité. Art Chili a choisi d'investir dans les nouveaux moyens de communication. Et à cette époque, la grande innovation, c'est la radio. Whatever you do, wherever you may be, when you think of refreshment, think of Coca-Cola. Ils ont multiplié les campagnes publicitaires à la radio. C'est Art Chili qui a inventé ce slogan qui va devenir mythique, la pause qui rafraîchit. Ice cold Coca-Cola makes any pause, the pause that refreshes. Coca-Cola devient ce petit plaisir qu'on peut se faire à soi-même au beau milieu d'une journée fatigante quand on a besoin de faire une pause. On se boit une petite bouteille de coca et ça fait du bien. Art Chili va choisir d'axer la stratégie marketing de Coca-Cola autour de la pop culture en plein essor aux États-Unis grâce au boom de l'industrie hollywoodienne. Art Chili veut faire de Coca-Cola une icône de la pop culture. Pour y parvenir, il va faire appel à des stars hollywoodiennes, comme Jean Harlow ou Johnny Weissmuller, l'acteur qui joue Tarzan. Mais le vrai grand coup de génie marketing de Art Chili date de 1931. Alors que le monde entier subit les affres du chômage et de la pauvreté, il a l'idée d'associer Coca-Cola avec un symbole d'espoir et de joie. Le Père Noël. Le grand coup de génie de Coca-Cola, c'est en 1931 d'avoir sorti un almanach et en couverture, un Père Noël. Il est en rouge et blanc, avec une belle barbe blanche, mais il tient Coca-Cola, il nous regarde comme ça. Et c'est la couverture de ce calendrier promotionnel de Coca-Cola. Ils voulaient trouver un moyen de s'adresser aux enfants, alors ils ont eu l'idée d'associer Coca-Cola au Père Noël. En 1931, ils embauchent un artiste du nom de Haddon Sundblom qui choisit d'être son propre modèle. Comme il boit beaucoup, il a ce gros nez rouge et comme il est grand et plutôt corpulent, c'est donc à ça que va ressembler le Père Noël que l'on connaît tous aujourd'hui. Car ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, le Père Noël n'a pas toujours ressemblé au personnage que tout le monde connaît. Pour nous, le Père Noël, aujourd'hui, c'est un bonhomme joyeux, habillé de rouge et de blanc. Mais en fait, Coca va reprendre un personnage d'un roman de 1821 qui s'appelle A Night Before Christmas, dans lequel le Père Noël est un personnage plutôt malingre, qui est habillé de vert et qui est plutôt tristounet. Il passe d'un truc un peu austère à quelque chose de très moderne, très frais, très joyeux. Les gens se sont mis à adhérer à cette image. Et ils s'approprient le Père Noël. Ce qu'il y a de dingue, parce que ça aurait pu être un personnage religieux, Santa Claus, Saint-Nicolas. Mais ils sont malins, ils se disent, on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que ça veut dire qu'il ciblait une population plutôt qu'une autre. Alors que le Père Noël, c'est totalement païen, entre guillemets, c'est pas religieux. Voilà, comme on s'approprie un personnage universel. Et on se rend pas compte que tout le monde, dès qu'on utilise le Père Noël, on fait une pub cachée de Coca-Cola. Mais ça, faut pas le dire. Grâce au Père Noël, Coca-Cola va réaliser un coup double. Associer son image à celle d'un personnage sympathique et universel que les enfants adorent, mais également devenir une boisson qu'on peut consommer toute l'année. Au départ, Coca-Cola est une boisson qu'on consomme essentiellement pendant l'été. On le boit frais avec de la glace. Mais ils veulent également qu'on le consomme quand il fait froid. Et ils vont réussir leur coup grâce au Père Noël, qui va inciter les gens à boire du Coca aussi en hiver pour les fêtes de fin d'année. C'est un autre coup de génie. On transforme une boisson réputée pour être une boisson d'été en une boisson d'hiver, donc de tout temps. Donc ça veut dire que vous pouvez boire quand vous voulez du Coca-Cola. Donc en une idée, vous imaginez que tout ce qu'ils ont fait? S'il n'existe aucun chiffre précis et officiel quant à l'impact économique de l'utilisation du Père Noël sur les ventes de Coca-Cola, l'impact culturel de cette opération marketing va être considérable. D'ailleurs, aujourd'hui encore, près d'un siècle plus tard, chaque année, Coca-Cola sort une nouvelle publicité avec le Père Noël. Un coup de génie qui en viendrait presque à nous faire oublier qu'à l'origine, Coca-Cola est un médicament à base d'alcool et d'une drogue, la cocaïne. Cette histoire commence aux États-Unis, à Atlanta, dans l'état sudiste de Géorgie. Nous sommes à la fin du 19e siècle, 20 ans après la guerre de sécession,
Un conflit sanglant qui va faire des millions de morts et ravager tout le pays. Parmi les victimes de cette tragédie nationale, il y a un pharmacien du nom de John Pemberton. Il a participé à une des dernières grandes batailles de la guerre de sécession. C'est là qu'il a été gravement blessé au ventre par un sabre. Durant sa convalescence, on lui a donné de la morphine pour calmer la douleur, et c'est comme ça qu'il est devenu accro à la morphine, comme beaucoup d'autres vétérans. Donc il va mettre au point un élixir qui a deux objectifs. Le premier, c'est justement de le sevrer à la morphine. Et le second, c'est aussi de proposer en fait un médicament contre les migraines et contre les maux d'estomac. Dans son laboratoire, John Pemberton va mettre au point cet élixir miracle dont les ingrédients principaux sont de la feuille de coca et de la noix de cola macérée dans du vin rouge. En 1885, il commercialise enfin son élixir qu'il baptise French Wine Coca. Le French Wine Coca de Pemberton comportait différents ingrédients, comme la noix de cola et les feuilles de coca, ce qui veut dire que la recette originale contenait non seulement de l'alcool, mais aussi de la cocaïne. Il prétendait que ça pouvait guérir les migraines, les problèmes de digestion et, tenez-vous bien, l'impuissance. Ce qui ferait de Coca-Cola un ancêtre du Viagra. Mais ce que le pharmacien d'Atlanta se garde bien de dire à ses clients, c'est qu'en réalité, son Pemberton's French Wine Coca est un produit d'origine française. C'est la copie conforme d'un autre breuvage inventé par un Corse, Angelo Mariani. Tout cela n'aurait jamais existé sans le produit original qui a donné à Coca-Cola son inspiration. Et je suis désolé de faire du cocorico, mais c'est comme ça. À la base, c'est le vin Mariani, qui est un vin corse, qui a été inventé bien avant Coca-Cola. Pemberton a découvert le vin Mariani à New York, il a ramené avec lui les premiers échantillons, et ensuite il va commercialiser l'équivalent en l'appelant le French Wine. Mais il s'agit exactement du vin Mariani. Malgré le succès grandissant du French Wine Coca, Pemberton ne va pas tarder à déchanter. Le 25 novembre 1885, un décret municipal interdisant la vente d'alcool à Atlanta va l'obliger à modifier la recette de son remède miracle. La vague prohibitionniste descendue du nord-est des États puritains des États-Unis est arrivée jusqu'en Géorgie, et à Atlanta en particulier. On a vu un pasteur, par exemple, qui dénonçait toute boisson alcoolique comme étant l'œuvre du diable. Pemberton se met alors à modifier frénétiquement la recette de sa boisson pour en retirer toute trace d'alcool, qu'il remplace par plusieurs huiles essentielles. Et comme chacun sait, il va aussi rajouter une grande quantité de sucre. Il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale, le petit détail qui va tout changer. Coca-Cola, ce qu'il faisait, c'est qu'il produisait uniquement le petit extrait, et quand ça arrivait en drugstore, il était mélangé avec de l'eau. Et la légende raconte qu'un jour, le commis d'un des drugstores s'est trompé. Au lieu de mettre une bonbonne d'eau normale, il a mis une bonbonne d'eau de seltz, de l'eau extrêmement pétillante. Et là, patatras, au moment de servir, de la mousse, ça bulle de partout, puis la mousse a commencé à se réduire, un peu comme une bière. Il y avait le fond de Coca-Cola avec la mousse au-dessus. Ils ont goûté, et là, ils ont été surpris de voir le côté désaltérant qui s'ajoutait au principe bénéfique de la potion. Et c'est comme ça qu'est né le Coca-Cola que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que Coca-Cola serait devenu un soda, une boisson sucrée à base d'eau pétillante, un procédé inventé à la fin du XVIIIe siècle. Il y a déjà Dr Pepper, il y a déjà le Schweppes qui, je le rappelle, a été inventé au XVIIIe siècle. Donc le soda fait déjà l'objet d'une consommation assez importante aux États-Unis. Il est vendu essentiellement dans des fontaines à soda dans les pharmacies parce qu'on pense que ce sont des produits qui ont des vertus thérapeutiques. À Atlanta, comme partout ailleurs aux États-Unis, les apothicaires, l'équivalent des pharmaciens de l'époque, installent des fontaines à soda dans leurs boutiques. C'est là que Pemberton propose cette nouvelle formule sans alcool à base d'eau gazeuse qu'il rebaptise Coca-Cola. Ce n'est pas lui qui a trouvé le nom, mais son associé Frank Robinson.
Et c'est aussi Robinson qui va inventer cette calligraphie mythique que nous connaissons tous aujourd'hui en utilisant la police de caractère Spencer. Donc il travaillait en réunion avec toute son équipe. Frank Robinson, l'expert comptable de John Pemberton, va griffonner sur les coins d'une feuille, je crois que c'était une facture dans le bilan. Et ben il dessine quoi? Il dessine ce que vous voyez là, c'est le logo avec le C, le L, avec la boucle du C qui part dans le L, etc. Alors, ça paraît complètement dingue, hein, truc écrit dans un coin. John Pemberton voit ça, il dit « ça j'adore, ça va être notre logo ». Je lui dis « mais attends, c'est rien du tout, c'est un graphisme, je l'ai griffonné comme on dit. Ah ouais mais ça j'adore ce truc-là ». Ils l'ont retravaillé et le logo de l'époque, c'est le logo que vous voyez encore aujourd'hui. En 1888, la santé de John Pemberton, qui est désormais addict à la cocaïne, se dégrade brusquement. Confronté à des problèmes financiers, il revend le brevet de Coca-Cola pour $2300. C'est Asa Candler qui va racheter le brevet de Coca-Cola à Pemberton pour une bouchée de pain. C'est lui qui va ensuite fonder et structurer la société Coca-Cola Company. Mais rapidement, Asa Candler va se trouver à son tour en difficulté. Il faut dire que certains médecins commencent alors à dénoncer les effets nocifs de la cocaïne, un des principaux ingrédients du Coca-Cola de l'époque. À cette époque, la cocaïne commence à être perçue comme un fléau, une drogue addictive et toxique. Il y en avait beaucoup de la cocaïne dans le Coca-Cola de l'époque, puisqu'on estime à 10 mg par verre la présence de cocaïne. Ce qui fait qu'en 3 verres, 30 mg, c'était l'équivalent d'un rail de coke. Il y avait toutes ces rumeurs qui circulaient. Elles prétendaient qu'après en avoir beaucoup consommé, des hommes noirs perdaient la tête, violaient des femmes blanches et assassinaient leurs patrons. Évidemment, c'était complètement faux. Mais ça a beaucoup nui à la réputation de Coca-Cola. Mis au pied du mur, Asa Candler demande à ses ingénieurs de se mettre au travail. Après de nombreuses tentatives, ils vont réussir à réduire au maximum la présence de cocaïne dans la composition du soda et obtenir une boisson qui est plus ou moins la même qu'aujourd'hui. Même si officiellement la recette du Coca-Cola est un secret jalousement gardé, Mark Pendergrast, qui a écrit l'ouvrage de référence sur l'histoire de la marque, aurait pourtant réussi à percer le mystère. Ils m'ont autorisé à consulter les archives de Coca-Cola. Le conservateur m'a alors apporté un dossier qui contenait des documents ayant appartenu à Pemberton. En les examinant, je suis tombé sur un dossier avec un gros X noté sur le dessus. Le nom Coca-Cola n'apparaissait nulle part, il y avait simplement écrit FE Coca. Et en dessous figurait une liste d'huiles essentielles. Et là je me suis dit, bon sang, mais je tiens la recette originale du Coca-Cola entre mes mains. D'après ce document, la recette originale contiendrait les ingrédients suivants: du citrate de caféine, des extraits de vanille, un extrait de feuilles de coca et un extrait de noix de cola, de l'acide citrique, du jus de citron, du caramel, du sucre, de l'eau et enfin un ingrédient mystère, le 7X, qui serait en fait 7 huiles essentielles. Une recette qui en réalité n'est donc plus secrète depuis longtemps et qui est surtout devenue un argument marketing. Quand vous pénétrez dans le musée Coca-Cola à Atlanta, il baisse la lumière et il y a toutes ces recettes qui apparaissent sur le sol. Et il y a aussi ce gros coffre-fort incrusté dans le mur avec une voix qui dit « C'est ici que se trouve la recette secrète ». Et donc cette recette, moi j'imagine encore une fois à Atlanta, un grand coffre, vous savez, façon western, avec une roue à barreaux et 3 petites molettes comme ça, et à l'intérieur, une enveloppe en craft avec un tampon rouge. Vous l'ouvrez là, à écrit à la plume de John Pemberton. Je m'arrête là parce que ça c'est du fantasme. Le fait même qu'on visualise un coffre-fort, quel qu'il soit, avec une recette dedans, ça fait partie de la légende de Coca. La recette secrète de Coca-Cola. Une idée brillante d'Asa Candler, un patron visionnaire qui va être à l'origine de nombreuses techniques de marketing révolutionnaires pour l'époque. Candler comprend qu'il faut faire parler de la marque et donc il va utiliser des produits dérivés, donc en apposant le logo Coca sur
tout un tas de produits parce que la typographie de Coca et le code couleur font de cette marque une marque qui est instantanément identifiable. Il a développé tout un tas d'objets et autres gadgets promotionnels, allant des calendriers jusqu'aux éventails, en passant par des décapsuleurs. C'était une idée brillante, car ça permettait de multiplier les interactions entre la marque et les consommateurs. Asa Candler est un industriel ambitieux. Il voit grand et il voit loin. Il veut que Coca-Cola devienne une marque nationale. À l'époque, la consommation de Coca-Cola se fait essentiellement à travers des fontaines à soda que l'on trouve donc dans les pharmacies. Et Candler va vite comprendre qu'il faut diversifier le réseau de distribution, qu'il faut vraiment être présent partout. Pour pouvoir toucher une clientèle plus large, Asa Candler va prendre la décision de vendre le Coca-Cola en bouteille. Mais pour se différencier des marques concurrentes qui commencent à inonder le marché, le patron de Coca exige que son soda soit vendu dans une bouteille qui ne ressemble à aucune autre. La bouteille d'origine était une bouteille toute droite. Mais ils voulaient un design différent et vraiment original qu'on pourrait reconnaître immédiatement à l'aveugle, de sorte qu'on puisse identifier la forme de la bouteille rien qu'au toucher, en plongeant par exemple sa main dans une glacière. En 1915, il s'est trouvé une entreprise pour proposer une bouteille avec une forme immédiatement reconnaissable, la robe fourreau, qui était à la mode à l'époque. Et les premières vedettes, par exemple, du cinéma muet, d'Hollywood, la portaient toutes. On la surnommait alors la bouteille Mae West, car elle rappelait les courbes gracieuses de cette actrice très célèbre à l'époque. Si cette bouteille de verre à la forme iconique est toujours commercialisée aujourd'hui, le packaging chez Coca-Cola va connaître de nombreuses évolutions au cours des décennies. Il faut inventer un packaging qui soit représentatif de la marque. L'évolution des supports est une dimension importante parce que quand on passe d'une bouteille en verre à une boîte métallique, ces éléments ont changé graduellement au cours du temps et ils sont fondamentaux parce qu'on ne se rend pas compte, notamment que la canette de Coca d'aujourd'hui, c'est pas exactement la même que celle d'il y a 10 ans. 1958 marque l'apparition du format familial dans une bouteille de verre de 77 centilitres. En 1960, la Coca-Cola Company conditionne pour la première fois son soda dans des canettes en aluminium qui n'arriveront en France qu'à partir de 1977. Il faut attendre 1981 pour que le soda se vende dans des bouteilles en plastique. Une nouvelle matière qui va permettre un rendement nettement supérieur de 40 000 bouteilles produites toutes les heures. Le packaging, un élément stratégique qui va avoir un impact considérable sur les ventes de Coca-Cola. Identifier un produit par le contenant, c'était du jamais vu, ou presque. La bouteille est transportable. Donc on va pouvoir diffuser le Coca-Cola jusque dans les campagnes les plus reculées des États-Unis. Et là, ça marche très bien. Symbole de ce succès phénoménal, Asa Candler fait construire le nouveau siège social de la Coca-Cola Company sur Peachtree Street à Atlanta pour $1 million, une somme colossale à l'époque. En 1916, grisé par ce succès, le patron de Coca décide de se lancer dans la politique à 70 ans passés. Candler veut se lancer dans la politique et il va réussir à se faire élire maire d'Atlanta. Il décide donc de laisser les rênes de sa société Coca-Cola à son fils Howard. Mais Howard n'est pas intéressé et il finit par céder l'entreprise à la Trust Company. En 1919, sans consulter leur père, les enfants vont vendre la société pour $19 millions, une somme considérable pour l'époque. Ça va littéralement briser le cœur d'Asa Candler, qui ne s'en remettra jamais. Ernest Woodruff, le nouveau propriétaire de la Coca-Cola Company, nomme son fils aîné, Robert, président du conseil d'administration. Ce jeune chef d'entreprise de 33 ans est ambitieux. Le marché américain ne lui suffit pas. Il veut conquérir le monde, quitte à pactiser avec le diable. La firme d'Atlanta va créer une filiale Coca-Cola Allemagne
Dans la Ruhr, à Essen, va être construite la grande usine Coca-Cola. Les ventes se mettent à décoller à partir de 1933, quand Max Keitt prend les commandes de la filiale allemande, au moment même où Hitler accède au pouvoir. Keitt est un personnage autoritaire qu'on surnomme alors le Super-Führer. Et comme beaucoup d'autres industriels à l'époque, il a dû lui aussi faire allégeance à Hitler. Coca-Cola fait un véritable carton en Allemagne, avec près de 100 000 caisses vendues rien que pour l'année 1933. Pour Robert Woodruff, il faut à tout prix surfer sur la vague de ce succès inespéré. Ça tombe bien, en 1936 à Berlin, l'Allemagne nazie organise les Jeux Olympiques, un événement dont Coca-Cola est le sponsor depuis 8 ans. Au moment de l'ouverture des JO de 1936, Woodruff est bien décidé à profiter de l'occasion pour promouvoir Coca-Cola. Il va d'abord s'assurer que Göring reçoive personnellement plusieurs caisses de soda. Ensuite, il va faire en sorte qu'il y ait un maximum de points de vente de Coca dans le village olympique. Il était clairement au courant de l'antisémitisme et du sort dramatique réservé aux Juifs à l'époque. Mais ça ne lui a posé aucun problème de continuer à vendre son produit dans l'Allemagne nazie. Coca-Cola donc continuait à livrer du Coca-Cola en Allemagne et après arrive la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est ce qu'on appelle la cas de conscience. Peut-on, quand on est une grande marque universelle, comme Coca, continuer à vendre son produit Coca-Cola à l'Allemagne, qu'on appelait l'Allemagne nazie à l'époque? On peut le critiquer, mais les Américains sont des hommes de business. Tout ce qu'ils font, c'est du business. Même en 1941, lorsque les États-Unis rentrent en guerre et que les Alliés imposent un blocus économique à l'Allemagne, Max Keitt va trouver une solution pour continuer à faire du business. Il devenait de plus en plus difficile, voire quasi impossible, d'acheminer les matières premières en Allemagne à ce moment-là. Alors Max Keitt a commencé à réfléchir à la création d'une nouvelle boisson fabriquée à partir de la peau et de l'écorce de certains fruits. Ils se disent, on va le remplacer par un autre produit qu'on va fabriquer. Et là, ils inventent le Fanta. Et Fanta, il y a plein de gens qui oublient que c'est le nickname d'un mot allemand, fantastisch, qui veut dire fantastique. Opportuniste en temps de guerre, la Coca-Cola Company n'hésite pas à jouer sur tous les tableaux. Alors qu'il s'applique à maintenir de bonnes relations avec le Troisième Reich, Coca-Cola s'engage aussi à fournir des boissons aux soldats américains, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils ont réussi à négocier le fait que Coca-Cola ne soit pas soumis au rationnement de sucre, en étant désigné par l'armée comme un produit essentiel à l'effort de guerre. Ils ont mis en place des usines de mise en bouteille tout près des lignes de front pour pouvoir assurer l'approvisionnement des soldats en bouteilles de Coca-Cola. C'est vraiment un moment clé dans l'histoire de la marque, dans le sens où ça va leur permettre de devenir un symbole de l'Amérique. Une stratégie qui va permettre à Coca-Cola d'être associée au patriotisme à l'américaine, mais aussi et surtout avec la notion de liberté. Les GIs amènent tous les produits américains qu'ils distribuent gratuitement et gracieusement même aux populations libérées. Les chewing-gums, les Lucky Strike, les Banilon et le Coca-Cola deviennent ces produits iconiques qui représentent l'abondance propre à la société américaine qui en plus finance une partie de la reconstruction européenne via le plan Marshall. Et du coup, Coca-Cola devient le produit de la liberté, devient le premier produit à consommer dans un monde libre. Une stratégie gagnante en Europe de l'Ouest, où la marque Coca-Cola, qui est devenue le symbole de l'American Way of Life, attire la sympathie d'Européens frustrés par des années de rationnement. C'est une toute autre histoire dans les pays communistes, et notamment les pays de l'Europe de l'Est, qui se trouvent alors sous la coupe de l'URSS. Coca-Cola incarne tout ce qu'ils interdisent. La liberté, mais c'est une catastrophe pour eux, ils ont besoin de maîtriser tout le monde. Et donc, quelque part, Coca-Cola devient une boisson politique comme si elle émanait directement de la Maison Blanche. Et rouge.
Pourtant, une autre marque de cola, américaine elle aussi, va réussir là où Coca-Cola a échoué et connaître un succès inattendu en URSS et dans tout le monde communiste de l'après-guerre. Une anecdote qui est assez intéressante, c'est que Staline meurt en 1953 et son successeur, donc Khrouchtchev, va rencontrer Nixon. Donc on a un cliché qui montre que Khrouchtchev va boire un soda et ce soda, évidemment, c'est pas le Coca. Don Kendall, qui était responsable des ventes chez Pepsi pour le marché international, était devenu ami avec Richard Nixon. En 1959, lors d'un sommet économique organisé à Moscou, Kendall a demandé à Nixon s'il pouvait faire en sorte de convaincre Khrouchtchev de boire un verre de Pepsi et de dire combien il aime ça devant tous les photographes. Pepsi, un concurrent de Coca-Cola longtemps resté dans l'ombre du leader du marché, mais qui va bientôt devenir son adversaire le plus redoutable. Ce qu'on sait de Pepsi, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une marque qui existe depuis très longtemps. Elle a été créée très peu de temps, finalement, après Coca-Cola, en 1896. C'est un autre pharmacien, qui s'appelle Caleb Bradham, qui a inventé une formule concurrente, mais là, c'est à base de vanille, d'épices et de noix de cola. Pourquoi ça s'appelle Pepsi Cola? Pour les propriétés 10 pepsiques du breuvage, pour éviter aux gens, justement, de souffrir de maux de ventre. Pendant longtemps, ce remède destiné à soigner la dyspepsie, un trouble digestif, va être considéré comme une pâle copie du Coca. Un outsider qui décide de réagir et commence à faire parler de lui dès 1949. Cette année-là, Alfred Steele, qui a été vice-président du marketing de Coca-Cola, est débauché par Pepsi. Alfred Steele va débaucher 15 autres employés de Coca-Cola qu'il emmène dans ses valises. C'est un moment clé où la guerre entre Coca et Pepsi va vraiment commencer. À partir des années 50, Pepsi et Coca-Cola vont surfer sur une évolution technologique sans précédent, l'arrivée dans les foyers américains d'un tout nouvel appareil, le poste de télévision. Quand la télévision apparaît dans les années 50, Coca-Cola comprend tout de suite le potentiel de ce nouveau média. Ils embauchent alors Eddie Fisher, une star hollywoodienne qui plaît à toutes les générations, des adolescents aux personnes les plus âgées. Whoever you are, whatever you do, wherever you may be, when you think of refreshment, think of Coca-Cola. C'est à travers le petit écran, ce tout nouveau média révolutionnaire, que Pepsi et Coca vont entamer une guerre sans merci à coups de publicité qui inonde alors les antennes. Everywhere people go, they want refreshment. At home, on the road, at the ball game, or wherever. Dès que la télévision est apparue, Coca-Cola a orchestré des campagnes publicitaires mettant en scène une famille d'Américains modèles, une maman, un papa et 2 enfants bien propres sur eux. Toute l'histoire racontée par Coca-Cola dans ses publicités, c'est que on peut être heureux, mais pour être heureux, il faut être ensemble. Et donc on fédère une communauté, et cette communauté, finalement, elle est représentative de l'identité américaine. Mais à partir de la fin des années 60, cette image d'une Amérique blanche et propre sur elle, véhiculée par les publicités de Coca-Cola, symbole du capitalisme triomphant, n'est plus vraiment dans l'air du temps. La guerre du Vietnam a donné lieu à de violentes protestations. C'est l'époque de l'émergence d'un mouvement de contre-culture hippie qui cherche à promouvoir la paix, l'harmonie et qui s'oppose à la guerre. Coca-Cola va souffrir dans les années 60 de son lien indéfectible avec la culture américaine, notamment dans un contexte de guerre du Vietnam, mais aussi dans un contexte plus général de remise en cause des valeurs du capitalisme. Face aux critiques, Coca-Cola choisit de répliquer et lance un spot publicitaire très peace and love pour tenter de redorer son image. Cette pub de 1971 est devenue mythique. L'idée consistant à présenter Coca-Cola comme un symbole de paix et d'unité était brillante et par la suite, la chanson est devenue un tube.
Coca a souvent fait appel à la musique et aux chansons comme un outil efficace pour marquer l'inconscient et graver ses slogans dans notre cerveau. J'aimerais offrir un Coca au monde entier en est un bon exemple. Il voulait montrer que le Coca est une boisson qui s'adresse à tout le monde. Et donc sur cette colline, on peut voir tous ces jeunes gens de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et leur point commun, c'est qu'ils tiennent tous une bouteille de Coca dans leurs mains. Face au succès de cette campagne pour rajeunir l'image de Coca-Cola, Pepsi, qui est toujours en embuscade, va répliquer et taper là où ça fait mal. En 1975, il lance le Pepsi Challenge. Le principe du Pepsi Challenge, c'est de prendre 2 verres. L'un contient du Coca et l'autre contient du Pepsi. On boit une gorgée de chaque à l'aveugle et on dit lequel on préfère. Or, il se trouve que durant ces tests, Pepsi battait systématiquement Coca. Pepsi vient de frapper un grand coup avec cette stratégie ingénieuse de publicité comparative particulièrement efficace, à défaut d'être tout à fait honnête. Le Pepsi Challenge a été après testé par les neuromarketeurs. Ça consiste à placer des individus dans un scanner, à les exposer à des stimuli et en fait à regarder ce qui se passe au niveau de l'imagerie cérébrale. En fait, les gens ne réagissent pas de la même manière selon qu'ils boivent juste une gorgée ou bien un verre entier. Si c'est juste une gorgée, en général, on préfère quand c'est plus sucré. Il se trouve que le Pepsi est légèrement plus sucré que le Coca. En revanche, s'ils boivent tout le verre, c'est le Coca qu'ils préfèrent. Le Pepsi Challenge inquiète le géant Coca-Cola. Au siège d'Atlanta, on commence à se poser de sérieuses questions. Année après année, ils ont titillé, mordu un peu plus haut, mordu les mollets, mordu la cuisse. Ils ont sorti des pubs extraordinaires pour ringardiser le Coca-Cola. Ils ont notamment fait des explorateurs, on est en 2040, avec des enfants, ils sont en train de faire de la recherche, comme ça, archéologique. Et là, ils tombent sur une bouteille de Coca-Cola. What is it? I have no idea. La marque est catapultée dans la préhistoire. C'est-à-dire que dans quelques temps, on aura oublié le Coca-Cola. Pepsi, the taste of the new generation. Boum! La guerre des colas devient de plus en plus féroce. En août 1980, Robert Woodruff, qui a désormais 90 ans, craint que Pepsi ne détrône Coca et devienne numéro 1 du marché. Robert Woodruff nomme un nouveau PDG qui s'appelle Roberto Goizueta. Et il lui confie une mission, faire tout son possible pour que Coca remporte la guerre des colas. Ça tombe bien, Roberto Goizueta a plein d'idées. L'une d'entre elles consiste à racheter les studios Columbia pour 750 millions de dollars. Le but du jeu, c'est de contrôler le placement de produits, d'utiliser les films hollywoodiens pour faire un maximum de pubs à Coca-Cola. La stratégie du nouveau patron de Coca-Cola est payante. La marque va faire des apparitions remarquées dans de nombreux films à succès, et en particulier dans E.T., le film de Steven Spielberg, où Coca est omniprésent. Tu veux un Coca ? Dans E.T., il y a cette scène où on peut voir Elliot lui montrer une canette de Coca et lui dire « Regarde, ça c'est ce qu'on boit. » Coca, tu vois, c'est pour boire. C'est une boisson, tu sais, de la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient carrément à dire que le Coca est une boisson encore plus essentielle que l'eau, puisque c'est celle que nous buvons, nous les humains. Il y a aussi ce passage où Elliot est au téléphone avec sa mère. Il lui dit qu'il est malade, qu'il ne peut pas aller à l'école, qu'il doit rester à la maison, et il fait semblant de vomir en renversant du Coca au-dessus du combiné. Face à ce coup de force réalisé par Coca-Cola, Roger Enrico, le patron de Pepsi de l'époque, n'a pas le choix. Il doit marquer un grand coup. Depuis les années 60, Pepsi et Coca jouent un vrai match de boxe, on se rend coup pour coup. Et la grande trouvaille de Pepsi, au milieu des années 80, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va emblématiser la nouvelle génération Pepsi. Et cette personne, c'est Michael Jackson, avec qui l'entreprise signe un contrat mirobolant de 5 millions de dollars, ce qui est énorme à l'époque. Michael Jackson qui signe
avec Pepsi. C'est le Michael Jackson, superstar mondial, la plus grande star mondiale de cette fin du XXe siècle. Et c'est Pepsi qui choisit. Le spot de pub dans lequel Michael Jackson apparaît va faire date et marquer l'inconscient collectif de toute une génération. Pour les besoins de la première pub de la campagne Génération Pepsi, ils réécrivent les paroles de la chanson Billie Jean. Dans le clip, on peut voir cette petite bande de gamins qui dansent dans la rue en faisant semblant d'être Michael Jackson. Et là, comme par magie, Michael Jackson et ses frères apparaissent et ils se mettent à danser tous ensemble en buvant un Pepsi. À cette époque, Michael Jackson est vraiment un symbole culturel pour la jeunesse. Il est l'incarnation de la coolitude. Michael Jackson est cool. Donc en s'associant à lui, Pepsi veut s'affirmer comme la boisson de cette nouvelle génération. Coca ne va pas tarder à répliquer en débauchant Whitney Houston quelques années plus tard. La compétition des égéries est lancée. Du grand duel entre Britney Spears, qui prête son image à Pepsi au début des années 2000, avec sa rivale Christina Aguilera, qui va représenter Coca, ou plus récemment, le match opposant Beyoncé pour Pepsi et Katy Perry pour Coca-Cola, les deux marques vont se rendre coup pour coup. Coca-Cola va aussi nouer des partenariats avec de grandes stars de la musique dans le but de se réaffirmer comme une icône de l'Amérique, de la pop culture, mais aussi pour parler aux jeunes. Il faut dire qu'en 1984, l'association entre Pepsi et Michael Jackson va s'avérer être une stratégie gagnante. Les ventes de la marque explosent. Au siège de Coca-Cola, c'est la panique. Roberto Goizueta n'a pas supporté cet affront. Il s'est dit « on ne doit rien s'interdire et tout mettre en œuvre pour battre Pepsi ». Il a alors décidé dans le plus grand secret de mettre au point une toute nouvelle boisson qui serait susceptible de battre Pepsi dans les tests à l'aveugle. Ils ont pris les mêmes techniques que leurs concurrents, les mêmes choses du blind test, en secret bien sûr, et ils ont vu que là, ils étaient 10 fois au-dessus de Pepsi. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est génial, on va le lancer. Mais à la place de Coca-Cola. En gros, on est tellement bon, hop, on enlève le goût, hop, on met ce nouveau Coca. D'ailleurs, on peut plus s'appeler Coca-Cola, c'est nouveau. On l'appelle New Coke. Le 23 avril 1985, Roberto Goizueta, le grand patron de Coca-Cola, donne une conférence de presse pour inaugurer le lancement du New Coke. I would say is smoother, rounder, yet bolder. Alors, l'opération est lancée en 1985 avec beaucoup de force, de moyens financiers aussi d'ailleurs. Eh bien, c'est un fiasco monumental, comme on n'a peut-être jamais vu. C'est probablement l'un des plus grands désastres de toute l'histoire du marketing. C'est un tollé général à travers tout le pays. Les gens ne supportent pas qu'ils osent changer leur boisson. Mais quand ils font, ils n'ont pas le droit de changer notre produit. Il y a tout un tas d'histoires sur des personnes qui auraient fait des centaines de kilomètres en voiture pour essayer de trouver des magasins où on vendait encore l'ancien Coca. Face à cet accident industriel sans précédent, Donald Keough, directeur de l'exploitation de Coca-Cola, parvient à convaincre Roberto Goizueta de retirer le New Coke du marché. Il y a énormément de courriers de consommateurs en fait, qui réclament le retour de l'ancienne formule. En travestissant cette marque en un sous-Pepsi finalement, ils ont failli la tuer. Coca-Cola, ils ont compris que c'était très grave. D'avril à mai, c'était devenu leur séisme. Ils se sont réunis. Écoutez les mecs, on a tellement déçu les gens qu'il faut les rassurer. Et on va les rassurer en revenant encore plus fort qu'avant. Coca-Cola va très habilement ressortir l'ancienne formule en l'appelant Classic Coke. Et voilà, quelques semaines, ils enlèvent tout le New Coke, ils le remplacent par le Coke classique. Pour justifier ce changement de cap radical, Donald Keough, le numéro 2 de Coca-Cola, organise une conférence de presse pour annoncer le grand retour du Coca-Cola classique. All of the time and money and skill poured into consumer research on the new Coca-Cola could not measure emotional attachment to original Coca-Cola felt by so many people. Let me read you a few letters. What ignoramus decided to change the formula of Coke? The new formula is unexciting and it's as bad as Pepsi. Burn it. 48 heures après cette annonce,
24 millions de caisses du bon vieux Coca-Cola classique sont mises sur le marché. En quelques jours à peine, les rayons des magasins sont dévalisés. Dès 1986, la marque enregistre un bond de plus de 10% de ses ventes annuelles. Le New Coke est en apparence un échec, mais ça permet notamment à Coca-Cola d'organiser en fait une opération de rareté parce que pendant 79 jours, les gens sont privés de leur Coca-Cola, si bien que quand l'entreprise va ressortir l'ancienne formule, les consommateurs vont se ruer dans les magasins. Et là, non seulement ils reprennent des parts de marché, mais ils étaient au-dessus des parts qu'ils avaient avant de mettre le Coca-Cola classique. Et ils n'ont jamais perdu leur leadership. Jamais aussi forte que lorsqu'elle est dans l'adversité, la Coca-Cola Company va réussir à surmonter le fiasco du New Coke avec brio. Mais la marque va bientôt devoir faire face à un challenge inédit, un problème de santé publique. Le sucre, dont la surconsommation est à l'origine de nombreuses maladies, notamment aux États-Unis. Dans les années 80 et 90, toutes les maladies liées à l'obésité, comme le diabète, sont devenues un enjeu de santé publique majeur. Dans ce contexte, Coca-Cola a été rapidement pointé du doigt, car considéré comme un produit symbolique de la surconsommation de sucre. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays concerné par ce problème. Dans certains pays, par exemple au Mexique, il est moins cher de se procurer un Coca que d'acheter un verre d'eau, ce qui pose un problème puisqu'il va y avoir assez vite des problèmes de santé. Au Mexique, où l'obésité et le diabète sont un problème à l'échelle nationale, Coca et Pepsi vont être considérés comme partiellement responsables de ces problèmes de santé. Au Mexique, où 70% de la population est en surpoids, le diabète et les maladies cardiovasculaires sont devenus la première cause de mortalité. Coca-Cola doit trouver une solution pour faire face aux polémiques. Coca-Cola va comprendre l'évolution des attentes, notamment par rapport au sucre, par rapport à l'obésité, et va sortir un produit allégé. Coca-Cola va alors prendre une très bonne décision. Il décide d'innover en mettant au point un nouveau Coca avec 0 calories qui contient de l'aspartame à la place du vrai sucre. Ce produit qu'ils appellent le Coca Light va faire un carton à sa sortie. Le Diet Coke, ou Coca Light, est un carton mondial. Une fois de plus, Coca-Cola va réussir à éteindre l'incendie et à tirer son épingle du jeu. Même si des études récentes ont mis en lumière les risques de cancer liés à l'aspartame, un produit devenu lui aussi très controversé. Aujourd'hui, le sucre est remis en cause, mais l'aspartame est remis en cause peut-être encore plus. Donc il va falloir revoir, je pense, totalement la stratégie d'approche de ce produit qui est malsain pour de multiples raisons. À partir des années 2000, la firme d'Atlanta va à nouveau se retrouver sous le feu des critiques. Elle est notamment la cible de nombreuses ONG et autres associations écologistes qui l'accusent de polluer la planète avec ses déchets plastiques, mais aussi d'assécher la nappe phréatique dans certains pays. Pour fabriquer 1 litre de coca, il faut 9 litres d'eau. Donc c'est un produit qui consomme énormément d'eau, d'énergie et de plastique. Donc on va dans certains pays capter des nappes phréatiques qui vont priver les populations locales d'un accès à l'eau. Ils se sont installés dans le sud de l'Inde et ils se sont mis à construire des usines. Évidemment, il faut beaucoup d'eau pour un produit Coca-Cola. Et cette eau, ils vont être obligés de la prendre aux paysans qui, eux, ont besoin de beaucoup d'eau aussi, surtout dans le sud. Donc, c'est un conflit social. On a toujours des marches des paysans et des paysannes autour de l'usine Coca-Cola. Plus récemment encore, la superstar du football, Cristiano Ronaldo, a pris Coca-Cola pour cible lors d'une conférence de presse en plein championnat d'Europe de football. Un véritable séisme quand on sait que depuis 1928 et les Jeux Olympiques d'Amsterdam, la marque a investi des milliards de dollars dans le sponsoring d'événements sportifs. Il arrive en conférence de presse, il y a 2 bouteilles de Coca-Cola qui sont dans le champ, dans le cadre. Et très normalement, il les prend et il les sort du cadre. Et tout le monde n'a regardé que ça. D'ailleurs, cette conférence de presse, je ne sais même plus ce qu'il a raconté, tellement ce geste était important. Coca-Cola. Cette séquence avec Ronaldo est incroyable parce qu'on voit un sportif qui va ostensiblement rejeter la bouteille de coca pour dire finalement non, moi je bois de l'eau, je ne bois pas du soda. C'est un coup de poignard
parce que ça remet en cause toute la légitimité qu'a essayé de construire Coca-Cola depuis 1928. En une seule conférence de presse, Ronaldo est venu remettre en cause toute la stratégie marketing de Coca-Cola dans le monde du sport. Un geste d'autant plus terrible qu'ils viennent alors de signer un contrat de 35 milliards de dollars pour devenir le plus gros sponsor de l'Euro de football. Ça a eu un impact terrible sur l'image de Coca-Cola, car Ronaldo a plus de 300 millions de followers sur Instagram. C'est un influenceur majeur. En prenant publiquement cette position, il fait passer un message qui est très clair. Boire du Coca-Cola n'est pas compatible avec l'hygiène de vie d'un athlète de haut niveau. On raconte que l'action en bourse de Coca-Cola aurait chuté de 1,6% le lendemain de la conférence de presse de Ronaldo. Mais une fois encore, il en faut beaucoup plus pour abattre un géant comme Coca-Cola. Pendant des décennies, Coca a été la marque la plus célèbre et la plus importante du monde. On pourrait comparer cette notoriété à un compte en banque. La marque Coca a déposé tellement d'argent sur son compte pendant tant d'années qu'en cas de problème, il lui suffit de faire un retrait d'urgence sans que cela mette toute son épargne en danger. D'ailleurs, si la consommation du produit originel, le mythique Coca-Cola classique, est en baisse, le chiffre d'affaires de la Coca-Cola Company n'a cessé d'augmenter au cours des 15 dernières années, passant de 26 milliards d'euros en 2010 à 47 milliards en 2024. L'avenir de la marque, en fait, paradoxalement, se joue pas dans la marque, c'est-à-dire qu'il se joue dans toute la stratégie de diversification de l'entreprise, parce que The Coca-Cola Company a compris qu'il fallait aller sur le marché de la limonade avec Sprite, des boissons énergisantes. La Coca-Cola Company est à la tête d'un gigantesque empire qui règne sur près de 500 marques différentes. De Sprite à Minute Maid, en passant par Fanta, Powerade, Costa Coffee, Tropico, Schweppes et même Fusti. Ils disposent maintenant d'un éventail de marques très large et très varié. Fanta, Minute Maid et plein d'autres produits appartiennent à Coca-Cola aujourd'hui. Je ne les vois vraiment pas disparaître de sitôt. Malgré les controverses et malgré les difficultés traversées par la firme d'Atlanta, Coca-Cola est devenu bien plus qu'un géant de l'industrie agroalimentaire. C'est une icône culturelle à part entière, dont la bouteille et le logo ont inspiré les plus grands artistes comme Andy Warhol. Une boisson au goût inimitable, symbole du rêve américain qui appartient désormais au patrimoine de l'humanité.